Vendredi 3 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Au Ghana, les chefs d'État membres de la CEDEAO se réunissent à Accra en sommet extraordinaire. Au menu de la rencontre, les transitions au Mali, au Burkina Faso et au Guinée. Centième jour de l'opération militaire russe en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine reçoit son homologue sénégalais et président de l'Union africaine, Macky Sall. En Palestine, des colons israéliens retirent et interdisent des drapeaux palestiniens sous menace d'arrestation. Sport, Algérie, la 19e édition des Jeux méditerranéens, c'est dans un peu plus de 3 semaines. Oran, la ville haute, est fin prête pour accueillir ses invités. Et on entame ce journal avec l'actualité en Afrique. Les chefs d'État membres de la CEDEAO se sont donné rendez-vous ce samedi en sommet extraordinaire. Et au menu de la rencontre, nous le disions en titre, donc les transitions au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Tininen Makassi. Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose les autorités de la transition malienne et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et pour cause, les chefs de l'État de la CEDEAO se sont donné rendez-vous à Accra, capitale du Ghana, demain samedi, pour se pencher sur la situation politique des pays concernés par les transitions, notamment le Mali, qui sera probablement au cœur des discussions. Pour bon nombre d'observateurs, cette rencontre sonne comme l'épilogue de ce bras de fer qui oppose le Mali et la CEDEAO depuis janvier dernier. Puisque Choguel Maïga, Premier ministre malien, a annoncé récemment que la durée de la transition dans son pays sera seulement de 2 ans. Même si lors de cette annonce, la CEDEAO semblait toujours insatisfaite, puisque cette dernière presse les autorités maliennes à organiser des élections dans les plus brefs délais. Pour rappel, depuis janvier dernier, le Mali fait face à un véritable embargo économique et de lourdes sanctions ordonnées par l'organisation ouest-africaine. À noter que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO consacrera aussi ce sommet à l'examen de l'évolution de la situation politique non seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso et en Guinée, qui, comme le Mali, espèrent la levée des sanctions qui les visent. Au Mali, 2 soldats ont été tués et plus de 40 terroristes neutralisés depuis la mi-mai. Il s'agit du bilan des attaques à l'engin explosif et embuscades dans diverses opérations à travers le pays. La plus récente, jeudi, il s'agissait d'une embuscade complexe au nord du pays avec un bilan provisoire de 2 morts et 9 blessés. 7 terroristes neutralisés d'après l'armée malienne. Et le Tchad tire la sonnette d'alarme. Plus de 4 millions d'individus se trouvent en situation d'urgence. Le pays traverse l'une des pires crises alimentaires de son histoire. Les autorités font appel à une assistance alimentaire de la part de la communauté internationale. Safoun Ben Sabri. Dans une conjoncture mondiale favorisant stress énergétique et crise alimentaire, le Tchad tire la sonnette d'alarme. Le pays qu'on appelle le cœur mort de l'Afrique en raison de sa géographie enclavée et peu hospitalière traverse une crise alimentaire aiguë. À travers la voix de son gouvernement, le Tchad a officiellement déclaré l'urgence alimentaire et nutritionnelle via un communiqué signé par le président du Conseil militaire et le chef du gouvernement. Selon les Nations Unies, plus de 4 millions de Tchadiens seraient en situation d'insécurité alimentaire, soit environ un tiers de la population. La situation est allée en s'aggravant ces derniers mois due à plusieurs facteurs, parmi eux une faible pluviométrie et une hausse généralisée des prix des produits de première nécessité due notamment à la guerre en Ukraine. Les premières victimes de cette pénurie alimentaire sont les enfants en bas âge, leur nombre serait alarmant. C'est en réaction à cette situation extrême que les autorités tchadiennes ont fait appel à l'assistance humanitaire venant d'acteurs nationaux et internationaux. L'opération spéciale russe en Ukraine a conduit à une flambée des cours mondiales du blé, un facteur externe et inéluctable dont plusieurs pays du Sahel sont les victimes collatérales. Et au 100e jour de l'opération militaire russe en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine reçoit à Skopje son homologue sénégalais Macky Sall, également président de l'Union africaine. Et celui-ci entend œuvrer pour acheminer en Afrique les stocks de céréales bloqués en Ukraine depuis le début du conflit. Mohamed Wali Ben Chaban.
L'Afrique n'est pas épargnée par la conjoncture actuelle. La crise alimentaire frappe aux portes de certains pays africains. Pour évoquer un renforcement de la coopération économique sur fond de crainte de cette crise, le président sénégalais Macky Sall, qui dirige aussi l'Union africaine, a été reçu aujourd'hui par Vladimir Poutine à Sochi. Au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Le spectre de la famine menace certains pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé de la mer Noire. D'autant plus qu'aucun navire ne peut sortir des ports ukrainiens en raison du conflit. Vladimir Poutine, de son côté, souligne son soutien indéfectible aux pays africains et félicite le développement des relations russo-africaines. Le rôle de l'Afrique sur la scène internationale s'accroît et la Russie s'efforce de développer ses relations avec le continent africain. La Russie a toujours soutenu l'Afrique dans sa lutte contre le colonialisme. Macky Sall est en Russie sur fond de crainte de crise alimentaire mondiale. Le conflit russo-ukrainien a paralysé les exportations alimentaires de ces deux géants de l'agriculture. Cela a entraîné une flambée des cours des céréales et des huiles notamment. Et Macky Sall affirme être sorti rassuré de cette rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. La crise alimentaire était au cœur des discussions entre les deux hommes. On écoute. Vraiment, nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges. Maintenant, tout n'est pas fait. Il faut poursuivre la discussion avec les autres partenaires pour que le commerce reprenne immédiatement. 100 jours, près de 3 mois donc depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine. Les signes vers une perduration du conflit se confirment et les risques plutôt d'une crise alimentaire mondiale s'accroît chaque jour. Les détails avec Amine Touta. Le chemin vers un dénouement du conflit en Ukraine semble bien loin après 100 jours de crise. L'opération militaire russe qui a débuté le 24 février passé avec une offensive sur plusieurs villes ukrainiennes à l'est comme au centre de l'Ukraine a changé de stratégie au fil des jours. Et c'est désormais le Donbass dans l'est ukrainien que Moscou se concentre militairement. Une région frontalière avec la Russie qui fait l'objet d'un précédent conflit entre les pro-russes et Kiev depuis 2014. Sur le terrain, les forces russes semblent mettre la main sur la ville de Severodonetsk après de violents combats entre les deux parties ces derniers jours. Un événement qui survient quelques semaines après la conquête de Mariupol et la ville de Kherson dans le sud du pays. Au centre et à l'ouest de l'Ukraine, le conflit est moins intense, notamment après le retrait des troupes russes de la périphérie de Kiev. Sur le plan humanitaire, l'Ukraine a connu un exode massif de réfugiés durant les premiers jours de l'opération. La plupart des déplacés ont afflué vers la Pologne comme première destination et avec un chiffre dépassant les 2,5 millions de personnes. Pour les déplacés internes, selon les Nations Unies, plus de 4 millions d'Ukrainiens se sont déplacés à l'intérieur du pays, dans des zones sécurisées. 15 700 000, c'est le nombre de personnes en besoin d'une aide humanitaire d'urgence après 100 jours donc depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Déclaration faite par le coordinateur de crise des Nations Unies pour le pays. Il appelle à, je cite, un impact négatif sur le monde et à créer une inflation, une crise alimentaire en particulier pour les pays tiers en phase de transition. Fin de citation. Au moins 15,7 millions de personnes en Ukraine ont désormais un besoin urgent d'aide humanitaire et de protection. Les chiffres augmentent de jour en jour alors que le conflit continue de faire des ravages et que l'hiver approche où des millions de personnes risquent d'être vulnérables en raison de la destruction des points d'alimentation, des centrales électriques, des dépôts de carburant et des températures glaciales attendues dans cette partie du monde. Il a donc appelé à la fin de ce conflit.
Et l'escalade plutôt sioniste se poursuit toujours en Palestine. Les forces d'occupation interdisent le port d'un drapeau palestinien sous menace d'arrestation. En témoigne la ville de Wawa, où les Palestiniens crient leur colère devant les colons qui n'hésitent pas à arracher les drapeaux sous l'œil impassible des policiers sionistes. Souhila Kilal. C'est une réelle guerre des drapeaux qui est menée par l'occupation sioniste contre l'emblème palestinien. Objectif, ne laisser aucun drapeau flotter dans les airs. Ces dernières semaines, dans la ville de Hawara, en Cisjordanie occupée, des colons arrachent en toute impunité les emblèmes palestiniens accrochés, suscitant la colère des habitants. Ici, c'est chez nous. Et soudain, un colon arrive avec un bâton, un couteau et une hache pour descendre le drapeau palestinien, tout en nous insultant. Le drapeau palestinien est au-dessus de nous tous. C'est notre drapeau. Plusieurs martyrs ont payé le prix de leur vie pour ce drapeau. Nous ne pourrons jamais le retirer. Un projet de loi sur les drapeaux ennemis porté par le député sioniste Eli Cohen, membre du Likoud de Benjamin Netanyahu, visant à interdire formellement le drapeau palestinien dans les lieux publics a été déposé cette semaine. Mais il a peu de chances de recevoir le feu vert final du Parlement, notamment des élus issus de la minorité arabe. Le régime sioniste est très faible. Il soutient les provocations des colons contre les Palestiniens. Bennett pense que son gouvernement va durer plus longtemps avec le soutien du Likoud, de l'extrême droite et des colons. À Al-Quds Est, comme partout dans les territoires occupés, les forces sionistes n'hésitent plus à arrêter les personnes arborant un drapeau palestinien, comme pour les délester de leur identité. Comme ce fut le cas lors des funérailles de la journaliste Shined Abu Akleh, assassinée par les balles sionistes en mai dernier. Alors que 2 semaines plus tard, des dizaines de milliers de colons sionistes ont mené leur provocante marche des drapeaux à Al-Quds Est sous la protection des forces d'occupation. Le porte-parole de la diplomatie américaine confirme que les États-Unis préparent une résolution avec les Européens pour exhorter l'Iran à coopérer pleinement avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et dans un récent rapport, l'AIEA a dénoncé l'absence de réponse satisfaisante de l'Iran concernant la présence de matières nucléaires sur 3 sites non déclarés dans le pays. Nous avons clairement indiqué que nous sommes très préoccupés par le fait que l'Iran n'a pas répondu de manière crédible aux questions de l'AIEA concernant d'éventuelles matières et activités nucléaires non déclarées en Iran. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l'agence, avec le directeur général, ainsi qu'avec nos alliés et partenaires du Conseil des gouverneurs, alors que l'agence poursuit ses enquêtes sur les questions de garantie en Iran. On reste en Iran pour parler d'une des catastrophes les plus meurtrières dans le pays, survenue lundi, l'effondrement d'un immeuble en construction où 6 personnes ont laissé la vie. On peut voir sur ces images le président Ebrahim Raïssi visitant le lieu de l'immeuble en question, effondré à Abadan, dans le sud-ouest du pays. Des dizaines de personnes ont été blessées ou portées disparues. De nombreuses voitures ont été abîmées, voire détruites par la chute de débris, certaines alors que leurs occupants étaient même à bord. Au Yémen, l'accord de cessation des combats conclu le 2 avril dernier a été reconduit. Annonce faite par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen. Il avait affirmé qu'il faut des mesures supplémentaires pour la trêve réalisée, pour qu'elle soit donc réalisée pleinement son potentiel. L'Algérie salue la reconduite de ce cessez-le-feu dans le pays. Et en France, les élections législatives approchent. Les 12 et 19 juin, les Français éliront leurs députés pour les 5 années à venir. Parmi les candidats, certains tentent de conserver leur circonscription, tandis que d'autres se présentent pour la première fois 577 députés donc qui sont pour la plupart issus de la société civile, mais quelques-uns se sont déjà illustrés par le passé. Et pour en parler, Monsieur Sébastien Périmoni sera en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la 9e circonscription pour Solidarité et Progrès, la 9e circonscription qui, je le précise, compte l'Algérie. L'Algérie en fait partie. Comment est-ce que vous voyez les chances de votre parti pour ces législatives ?
Je pense que c'est très difficile à court terme, puisque en fait, un petit peu le débat médiatique est très contrôlé en France. On présente souvent le combat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour les présidentielles. Aujourd'hui, pour les législatives, c'est entre le parti de la majorité présidentielle et le parti de Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois que les électeurs ne sont plus dupes, puisque en fait, si je regarde l'ensemble de mes opposants, c'est très intéressant. On peut dire que j'en ai qu'un seul, puisque tous disent la même chose. On va régler tous vos problèmes. On va régler les problèmes des Français de l'étranger, on va réduire la fiscalité, on va réduire les frais de scolarité, on va développer les services publics, etc. Donc, tous disent finalement ce que les gens ont envie d'entendre, alors que depuis 30 ans, finalement, rien n'a été fait, ni pour les Français en France. Je rappelle qu'à un moment où je parle, vous avez plus d'une centaine de services d'urgence qui sont en train de fermer. L'éducation en France qui est au bord de l'implosion et les niveaux scolaires des élèves qui sont en chute libre. Et donc, tous ces problèmes ne seront pas résolus dans le système. Donc, j'ai une candidature unique qui propose un changement de paradigme qui s'axe comme en tant que député pour changer le paradigme économique et monétaire dans lequel nous évoluons, changer de système financier et proposer un partenariat justement avec les pays de la 9e circonscription. Il y en a 16, dont l'Algérie. Vous savez, la politique de la France, c'est souvent résumé au proverbe qui prend un bœuf rend un œuf, et ça on le paye tôt ou tard, on le voit partout dans la région. Et aujourd'hui il est temps de changer de paradigme et de lancer une grande politique de développement, de partenariat gagnant-gagnant, d'égal à égal avec les pays africains autour de grands projets de développement. Je rappelle que 11 des 16 pays de la 9e circonscription, 11 des 16 pays sont classés parmi les pays les plus pauvres de la planète, dans les 30 derniers du classement des Nations Unies. Oui, il n'en reste pas moins que cette diaspora est importante dans cette circonscription et qu'elle pèsera dans ces législatives. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement ? Moi, je pose la question de que font les Français à l'étranger. Vous savez, aujourd'hui, ce que je propose, c'est de lancer des grands projets qui sont proposés par l'Union africaine. Par exemple, le grand projet Africa Rail, pour relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. C'est un projet qui avait été soutenu par des ingénieurs, des chefs d'État africains il y a maintenant une vingtaine d'années. C'est ça qui va développer l'Afrique, c'est ça qui va permettre aux Français de l'étranger de contribuer sur place au développement du continent et avoir des conditions de vie meilleures. Puisque, vous savez, le train entre Abidjan et Ouagadougou, aujourd'hui, va moins vite que les trottinettes à Paris. Vous imaginez ? Donc il y a un grand chantier. Ce projet Africa Rail, pour moi, est très important pour relier toutes les capitales de la région, faire même le transsaharien pour rejoindre les pays d'Afrique du Nord. Ça, c'est tout à fait envisageable. C'est le programme de l'Union africaine. Et moi, c'est ça que je propose. C'est un partenariat d'égal à égal, de développement mutuel, de coopération pour mettre fin, justement, à la politique de l'ancien paradigme qui, comme je l'ai dit, a plutôt été une politique, si vous voulez, de non-développement, de saisie des matières premières et des ressources naturelles. Et aujourd'hui, c'est ce que les Africains demandent à changer et c'est ce que aussi les Français demandent à changer. Donc moi, je représente cette candidature unique pour ce changement de politique fondamentale. Merci Sébastien Perimoni. Vous étiez en direct avec nous depuis la France. Je le rappelle, vous êtes donc candidat à la 9e circonscription pour Solidarité et Progrès S&P. Et dans le reste de l'actualité en Europe, en Allemagne, au moins 3 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées dans l'accident d'un train régional dans les Alpes bavaroises, plutôt dans le sud du pays. Le train a déraillé d'après la police locale en effectuant la liaison Garmisch-Partenkirchen. La cause de l'accident et le nombre exact de blessés ne sont pas connus à ce stade. Et aux États-Unis, la majorité des sénateurs républicains refusent de renforcer la réglementation sur les armes à feu dans le pays. Un refus inadmissible pour Joe Biden. Il fustige la position de ces sénateurs lors d'une allocution télévisée. Et pour rappel, le massacre dans une école primaire d'Uvalde au Texas a eu lieu il y a près de 10 jours. Je soutiens les efforts d'un petit groupe de sénateurs démocrates et républicains qui tentent de trouver une issue. Mais mon Dieu, le fait qu'une majorité de républicains au Sénat ne veulent qu'aucune de ces propositions soit même débattue ou soumise à un vote, je trouve cela inadmissible. Je n'abandonnerai jamais, et si le Congrès échoue, je crois que cette fois une majorité du peuple américain n'abandonnera pas non plus.
Je crois qu'une majorité d'entre vous agira afin de transformer votre colère pour rendre cette question centrale dans votre vote. Ça suffit. Sport, football, éliminatoire de la CAN 2023, groupe F. L'équipe nationale d'Algérie a effectué son dernier entraînement aujourd'hui au stade olympique du 5 juillet avant d'affronter l'Ouganda demain à 20h dans le même stade. La rencontre sera dirigée par le quator égyptien emmené par Mohamed Adel El Saïd Hussein. L'Algérie jouera la deuxième journée à Dar es Salaam le 8 juin face à la Tanzanie. Ensuite, un match amical est au programme des Verts face à la formation iranienne le 12 juin prochain à Doha. Un peu plus de 3 semaines nous séparent du coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'arbitre cette année la ville d'Oran. Des Jeux qui reviennent en Algérie depuis la dernière édition organisée à Alger en 1975, la capitale de l'Ouest. Après des années de préparation de ce rendez-vous incontournable est fin prête pour accueillir ses invités. Mohamed Amina Berkan. Son nom. Oran est une ville radieuse par excellence, une ville où il fait bon vivre. Dans le paysage urbain algérien, Oran a longtemps été une exception. Deuxième plus grande ville du pays, sa position géographique au nord-est de l'Algérie, à quelques 432 km de la capitale Alger, lui confère une beauté majestueuse de par sa distinction architecturale et ses différentes influences. La ville portuaire d'Oran est considérée comme l'un des points névralgiques au Maghreb et dans le pourtour méditerranéen. Et si son nom revient souvent, c'est que la ville s'apprête à abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens. L'accueil de ces Jeux par l'Algérie est une autre preuve du rôle important que joue le pays pour réaliser le rapprochement et développer la culture des valeurs de tolérance entre les pays du bassin. Du 25 juin au 6 juillet, c'est toute une Algérie qui vibrera au rythme de ces Jeux qui font le retour dans le pays. Un événement scruté de plus près, il suscite l'intérêt de beaucoup de médias internationaux. Ils sont pas moins de 2068 demandes d'accréditation, dont 472 émanant d'organes de presse étrangers qui ont atterri sur la table de la commission d'information relevant du comité d'organisation de la 19e édition. C'est pour vous dire qu'Oran 2022 aura un standing international. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est personnellement penché sur la préparation et a insisté sur la réussite de ces Jeux. D'énormes moyens ont été consentis pour la réalisation des différentes infrastructures. Un acquis pour cette ville qui regorge de talents, un vivier de champions qui a de tout temps affronté des sportifs de haut niveau. La ville d'Oran, disposant désormais de toutes les infrastructures au bon déroulement de ces Jeux méditerranéens, est fin prête pour accueillir les quelques 4000 athlètes qui feront le déplacement. Les présents seront certainement subjugués par la ville d'Oran, par son accueil et la générosité de ses habitants. Le rendez-vous est donc pris pour le 25 juin. Le spectacle est garanti, pourvu que les records tombent et que les sportifs algériens s'habillent en vermeil. Et avant de se quitter, direction la Grande-Bretagne pour les célébrations du jubilé de platine de la reine Élisabeth à la cathédrale Saint-Paul. La famille royale britannique, mais aussi des personnalités du monde politique et culturel étaient présents, comme de coutume, pour le service d'action de grâce célébrant les 70 ans de règne historique d'Élisabeth II. Amira Bedia. Un moment très émouvant. La famille royale britannique s'est retrouvée au deuxième jour du jubilé de platine de la reine Élisabeth II. La foule s'est massée dès le petit matin devant la cathédrale Saint-Paul. Les cloches ont sonné en continu pendant les arrivées suivant un ordre protocolaire réglé au millimètre. Avec les anciens premiers ministres Tony Blair et David Cameron, puis l'actuel titulaire Boris Johnson. Le palais de Buckingham avait annoncé jeudi soir l'absence à contre-cœur de la reine Élisabeth II, âgée de 96 ans en raison d'un certain inconfort. La reine qui a du mal à marcher est représentée par son héritier Charles. Je crois que ça sera dans l'histoire. Je ne pense qu'aucun autre monarque va être sur le trône pendant plus de 70 ans, donc ça va être dans l'histoire.
Je pense que tout le monde est un peu déçu, mais ce n'est pas une décision que Sa Majesté a prise à la légère. Il est donc très important qu'elle puisse en profiter confortablement et nous savons qu'elle sera avec nous par la pensée. Sans la reine et son deuxième fils Andrew atteint du Covid-19, mais par contre avec la présence de Harry et Meghan qui font couler beaucoup d'encre, la famille royale britannique est au grand complet pour célébrer ce grand événement historique. L'office religieux auquel assistent plus de 2000 personnes constitue l'un des temps forts des 4 jours de festivités célébrant la très populaire reine Elisabeth, montée sur le trône à 25 ans le 6 février 1952. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez Leila Gertal demain à 18h pour édition spéciale. Quant à moi, ce sera à 19h pour le journal. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.